Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Interaction. Chaque vendredi, rendez-vous à 14h30 jusqu'à 15h et des brouettes pour parler gestion. Vous le savez, Interaction, c'est la première émission de gestion 100% interactive. Vous avez la parole, profitez-en. Posez-nous toutes vos questions. On commence par la rubrique Actualité. Alors, une actualité qui est riche, je dis ça chaque semaine, c'est pas très original, Uber. Alors, la semaine a commencé, ou elle a commencé avec la fin de la précédente, comme souvent, avec cet échec, ou ce vide que nous laisse le G20. Alors, c'est un vide géopolitique, bon, ça, on va peut-être pas trop en parler, mais c'est un vide sur la croissance. Les grandes ce monde se sont réunies, ont constaté que la croissance n'était pas terrible dans presque tout le monde, sauf les États-Unis d'Amérique. Et la Chine, voilà, du coup, ils s'en fichent, parce que les Chinois et les Américains vont pas si mal. Hein. Les Chinois vont pas aussi bien que ça. C'est-à-dire qu'on a effectivement la mutation du secteur manufacturier, de l'exportation, vers l'interne. Ça se fait pas sans mal. Ça se fait aussi avec des taux de croissance qui sont très réduits. Hein. On va avoir les 7% qui nous laissent rêveurs, qui sont le plus bas depuis 20-25 ans. En revanche, en Europe, c'est vraiment la confirmation de cette panne qui fait un peu peur, même si, évidemment, le moteur allemand est en panne à la fois sur ses clients qu'il a ruinés, si j'ose dire, la France et l'Italie, et sur l'Europe centrale avec le problème ukrainien. Donc, on voit que on espère la croissance, mais on est quand même dans la gestion des égoïsmes, avec peut-être des banques centrales à la manœuvre, mais au Japon, par exemple, quand même une mauvaise nouvelle. La TVA est remise, le Premier ministre démissionne. Donc les banques centrales à la manœuvre, oui. En Europe, on commence à évoquer de plus en plus des mesures non conventionnelles plus agressives. Mais donc le G20, panne de croissance. Et pourtant, ça monte. Et alors, bourse, ça monte. Oui, ça monte parce que les grands mouvements ne sont pas remis en question, en fait. C'est un problème de temps, et ce qui génère de la volatilité. Mais on est toujours sur un problème les grands mouvements, comme je le disais à l'instant, sont pas remis en question. La Banque centrale européenne dit qu'elle va faire le job. La banque du Japon, est en train de le faire aussi. Après qu'on retarde la TVA au Japon, c'est pas étonnant. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis ce qu'on va voir, c'est que le yen est en train de s'affaiblir contre les autres devises, qui rend ses produits beaucoup plus compétitifs, et ce qui est un relais de croissance pour le Nikkei, notamment. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine. En effet, un constat, les indicateurs d'activité, notamment en zone euro, sont mal orientés. Alors, la deuxième chose, les banques centrales, hein, les minutes de la Fed, comme on les appelle, c'est-à-dire les positions de tous les membres de l'Open Market Committee, qui montrent que la mode a changé. L'inquiétude, c'était l'activité. Maintenant, on regarde d'autres indicateurs, donc on voit bien que ça évolue. Et puis l'inflation est vraiment la question, et puisque la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on remontera les taux. L'inflation aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors en Europe, c'est encore beaucoup plus le problème, puisque M. Draghi a même dit cette semaine, je cite, que les indicateurs d'inflation étaient arrivés à des niveaux extrêmement bas. Alors extrêmement bas, on ne peut pas aller beaucoup plus bas. Bon, on a vu l'essentiel là pour l'actualité de la semaine. Non, alors l'actualité de la semaine dans les valeurs, deux OPA, alors une gigantesque aux États-Unis et une plus modeste en France, dans le secteur des parapétrolières, puisque Halliburton va peut-être devenir, s'il réussit son OPA, plus gros que Schlumberger, donc c'est un truc absolument énorme, et que Technip fait une offre sur CGG qui fait monter de CGG de 20%. Alors c'est probablement un indicateur de quelque chose. Sismique. C'est un indicateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui, y compris en France, c'est qu'on est touché par les problématiques du gaz de schiste, de la baisse du prix de l'énergie dans des proportions considérables. Et donc tous ceux dont l'activité est corrélée à ce prix-là et qui notamment vendent cela, ça devient moins intéressant. Ils sont donc obligés de se rapprocher. Ils sont en mode défensif, là, tous. CGG a peut-être refusé l'offre de Technip. Je ne pense pas que ça dure très longtemps. CGG, oui, le management a refusé l'offre, mais le capital est explosé. Alors aux États-Unis, c'est un peu plus discuté, mais c'est quand même des montants qui sont considérables. Bon, en effet, ça fait partie des grosses thématiques que vous aimez bien, la baisse durable du prix des hydrocarbures. On en reparle pendant cette émission ou pendant les suivantes. On va passer tout de suite à notre partie tableau de bord.
Alors, vous en avez l'habitude maintenant, hein, on suit plusieurs indicateurs, une douzaine pour être précis, avec des feux vert, orange ou rouge, pour savoir si on peut traverser ou pas la route sans danger. Qu'est-ce qui a changé cette semaine, Thomas ? Ce qui a changé, c'est que rien n'a changé. On n'a pas bougé d'une semaine sur l'autre sur nos indicateurs, ce qui est intéressant. Il y a une stabilité qui commence à s'inscrire, moins de volatilité, plus de lisibilité dans les indicateurs et probablement un mouvement à venir sur un indicateur particulier qui est l'indicateur microéconomique, qui est donc celui qu'on a choisi. Alors vous avez choisi en effet de parler de l'indicateur microéconomique, un feu orange, on va le voir s'afficher, cet indicateur. Alors pourquoi il est intéressant ? Qu'est-ce qu'il veut dire déjà ? Alors l'indicateur, c'est un ratio qui compare le nombre d'analyses à 3 mois et puis les révisions à la hausse ou à la baisse, et suivant qu'il est positif sur ou les négatif. valeurs, hein, sur les actions, les discours sur des les entreprises. Titres. Exactement, discours des entreprises, révision à la hausse des perspectives par les analystes, eu égard au discours et ou aux chiffres publiés. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'on est toujours en dessous du niveau de 1, mais qu'on a une tendance qui est en train de s'améliorer. Et elle va s'améliorer probablement avec une accélération qui sera due notamment à l'impact plus important que prévu de la baisse du coût de l'énergie sur les comptes de résultats des entreprises. Alors, en dessous de 1, ça veut dire que la révision est plutôt négative ? Sur les européennes, juste également sur les effets de la baisse du dollar, qui a été la grande leçon des discours des entreprises au moment des trimestres. Mais je voudrais qu'on comprenne bien ce graphique. Tout d'abord, en dessous de 1, ça veut dire que les révisions sont encore négatives, vont dans le mauvais sens, mais malgré tout, on se rapproche de la barre de 1 où la tendance s'inverse. Et alors, on a oui, ça revient à peu près à ça, si vous voulez. Ce qui compte, c'est la révision des analystes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le mouvement plus que le chiffre ponctuel. Et ce mouvement se redresse largement et a priori, effectivement, sur les valeurs européennes, on devrait bénéficier de la baisse de l'euro et dans le même temps de la baisse du prix des matières premières, double effet de levier sur cet indicateur qui, je le rappelle, est microéconomique. Intéressant, c'est les résultats des entreprises. Bon, donc ça veut dire que c'est un indicateur qui va dans le bon sens, qui reste orange malgré tout parce qu'on est sous cette barre du 1. Exactement. On va passer à un autre graphique, celui qui concerne le yen. Le yen... En effet. Alors, le yen qu'on va voir. Pourquoi est-ce qu'on parle du yen ? Pourquoi on s'intéresse au yen ? On s'intéresse au yen parce qu'on parle toujours et régulièrement de la déflation dans l'économie européenne, le risque de déflation. Ce risque de déflation, il est partiellement apporté via l'Allemagne par la guerre que se mènent à distance l'Allemagne et les Japonais qui sont présents sur les mêmes marchés. L'industrie, machinisme. Alors c'est assez intéressant. Sur le graphique que vous voyez là, c'est un graphique qui date de 1971, depuis 1971 à nos jours. Et ce qu'on a vu, c'est que le yen, donc cette courbe que vous voyez matérialisée par la flèche qu'on voit, c'est les variations du yen et par rapport à l'euro et au dollar. Et on voit que la tendance depuis 1971 jusqu'à 2001, ça avait été un renforcement du yen qui était monté en gamme à l'époque sur tous les produits qui construisaient. Il y a la montre à quartz par exemple, c'était juste après l'exposition universelle d'Osaka. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est la façon dont le Japon s'est imposé au monde à l'époque où on ne jurait que par le Japon avec un Nikkei qui avait grimpé dans des proportions importantes. Et puis ce qu'on voit, c'est que depuis 2001, c'est le deuxième graphique. On va zoomer sur cette période. Deuxième graphique, voilà, on va zoomer sur la période 2001 à nos jours. Et juste un mot paradoxalement, la courbe qui descend, c'est-à-dire que le yen se renforce. Voilà. C'est pas toujours très lisible. Exactement. C'est la valeur du yen contre l'euro. Voilà, quand ça descend, il faut moins de yen pour acheter un euro. Et donc là, depuis 2001, donc ça monte, ça veut dire que le yen se déprécie. Exactement. Et donc là, ce qu'on constate, c'est qu'en 2001, je rappelle que les Japonais avaient beaucoup d'épargne qu'ils ont logé soit aux États-Unis, soit dans leur propre économie. On était dans une époque où il y avait beaucoup de dettes publiques. On est passé d'une dette publique qui est passée de 100% à 200% du PIB, je vous le rappelle. Aujourd'hui, on est à ces niveaux-là. Comment ça a été fait ? Avec l'épargne des Japonais. C'est d'ailleurs ce que disaient les Japonais depuis toujours, ce qui présentait pas de risque. Est-ce que ça a des conséquences sur notre portefeuille ? Ça semble lointain, le yen. Alors, ça a des conséquences sur nos valeurs exportatrices, par exemple. Ça a des conséquences pour les exportatrices d'une part et pour les industriels d'autre part. Et où en même temps, puisqu'on peut être exportateur et industriel. Et allemand, surtout. C'est surtout les Allemands qui sont au fond. On n'en a pas beaucoup des exportateurs industriels allemands. Il y a quand même des automobiles. L'automobile, c'est très important quand même. Le yen joue un vrai grand rôle. On a Airbus qui est touché également par un tel mouvement. Surtout à un moment où les Chinois envisagent, et je ne parle pas des Japonais, mais à dessein des Chinois, envisagent de construire eux-mêmes leurs avions.
Très bien. Du coup, la météo, on reste en mode 3, sans surprise. Sans surprise. Cet indicateur micro, pour revenir à celui dont on parlait, on le surveille beaucoup parce que lui peut nous faire basculer dans un autre mode, plus optimiste, plus favorable. Revenir en mode 2, par exemple. Revenir par exemple en mode 2 et ce serait si d'aventure les politiques s'y mettent et que la BCE décrète qu'elle va mener un quantitative easing, on pourrait rapidement se retrouver même en mode 1 d'ailleurs. Hubert, alors là, ça changerait évidemment l'orientation du portefeuille, dont on va reparler. Ce qui est important dans ce graphique, c'est bien de regarder ce qui se passe en bas, c'est-à-dire de regarder ce qui s'est passé depuis 2000, et de voir qu'on n'a pas toujours été en mode 3, comme on a l'impression, puisqu'on commence cette émission depuis un mois, qu'on est tout le temps en mode 3. Le mode 3, c'est le gris qui est en bas, mais le mode 4 est noir, mais ça change quand même plus souvent qu'on peut le croire. Et il y a donc des moins souvent que la météo, mais quand même ça change. Mais il y a des moments où on peut capter la création de valeur, ce qui est l'objectif d'Interaction. L'Interaction, c'est bien de capter la création de valeur dans les périodes où elle est là, et en revanche, de temps en temps, d'ouvrir le parapluie quand et là, on les est nuages commencent à arriver. En mode parapluie, en mode défensif, comme on dit dans le jargon boursier. Voilà, troisième séquence, la séquence performance. Alors, si on regarde la performance de cette semaine, on va voir le graphique. En effet, on voit quoi, Hubert ? Donc, depuis la semaine, sur cette semaine, on fait… Oui, vas-y d'abord. Je vais vous donner la performance de la semaine. C'est 2,19% pour Interaction, contre 1,71% au CAC dividende réinvesti. Alors, attendez, juste qu'on précise, la performance, c'est du vendredi 11h au vendredi 11h. C'est la séquence de référence. Là, en l'occurrence, c'est du lundi matin, du jeudi soir. Au jeudi soir, donc du jeudi 14 au soir. D'accord, donc jeudi, mais pour dire que c'est une période comparable, bien sûr, pour l'indice et Interaction. Donc, belle performance cette semaine. Voilà, intéressant parce qu'elle est tirée par les valeurs semi-cycliques, donc un retour en grâce de tout ce qu'on appelle value dans notre jargon, des valeurs plutôt décotées qui sont en train d'enregistrer que ça va un peu mieux malgré tout, notamment en matière de croissance mondiale et dans les pays tels que la zone Asie, par exemple. Donc c'est plutôt bon signe. Et puis les financières qui se sont bien reprises cette semaine après une douche froide de la semaine dernière. C'est Paul qui vous avait commenté ça. Absolument. Ça nous avait coûté vous l'envoyez quand ça baisse, en fait. Voilà, mais il faut savoir parler des hausses et des baisses. Et ce qu'on voit, c'est qu'en rouge, le fonds s'est plutôt bien comporté et qu'au milieu de ça, nos valeurs défensives ont malgré tout apporté 0,74 de performance. Alors, avec un manque de cyclique toujours, Hubert. Un peu un manque de cyclique qu'on avait souligné la semaine dernière en l'expliquant par la météo 3, mais en revanche, parmi les valeurs d'abonnement, un secteur qui a vraiment très très bien fonctionné, qui est le secteur des télécoms. Alors avec premièrement l'annonce des tarifs de SFR. D'abord les SFR qui sont une annonce très importante puisqu'un nouvel entrant ne casse pas les prix. Donc ne casse pas les marges. Donc ça a été très très bien perçu. Et puis ensuite des possibilités de revente de Bouygues, donc de Bouygues Télécom. Donc on a vraiment quelque chose, il se passe quelque chose et donc ça se voit de toute façon particulièrement bien dans le portefeuille. Donc les TMT qui sont puisque bien orientés. Notamment Orange et Bouygues font une très belle performance et tirent et explique un peu l'avance, explique pour une part l'avance que nous avons par rapport au CAC 40. C'est vous qui prenez de l'avance, on va passer tout de suite aux performances puisque vous rangez votre frein. Alors, la gestion, notre comité de gestion live, interactif, posez vos questions si vous en avez, n'hésitez pas à nous interpeller. En effet, restons sur le secteur télécom. Dans ce portefeuille, on en a. Oui, on en a. Et puis sur la semaine, c'est le meilleur contributeur à notre performance. Je l'ai dit un peu vite. Oui, mais c'est pas grave, on va en parler quand même, puisque ça nous a rapporté le fait d'être très pondéré en Orange d'une part, en Bouygues et d'autre part, ça nous rapporte 0,27 et 0,19. Alors on regarde le portefeuille. Voilà, dans les trois premières lignes, vous retrouvez Orange, Altran, qui s'est repris après une chute vertigineuse, qui a repris 7 des 12% qu'elle avait perdu. Comme ce n'est pas la même base, ça fait toujours un petit peu plus mal. Un peu de Bouygues et du Capgemini,
qui est en train de connaître un très beau parcours depuis que nous l'avons rentré en portefeuille. Probablement un ajustement en termes de prix justement par rapport à des concurrents internationaux. C'est intéressant de voir ça. Capgemini rentre vraiment dans le concept du portefeuille, reprise américaine et baisse du coût d'énergie qui transmet la valeur ajoutée vers les cerveaux, comme on l'a dit plusieurs fois. Et on est vraiment dans le cœur d'un des thèmes du portefeuille. Alors, puisqu'on est sur ce portefeuille, on va voir les 3 dernières lignes qui baissent aussi. On a Sanofi. Alors, il y a surtout Sanofi. Neopost et Airbus. Sanofi, c'est un vrai sujet, puisqu'on a viré le président il y a 3 semaines. Voilà. Et maintenant, on sait pourquoi, non? Maintenant, on sait pourquoi. Pourquoi? Des affaires en cours qui sont assez décevantes, une gamme de produits de nouveaux produits dont on pensait qu'elle serait un peu plus dynamique et agressive. Il s'avère que non, et que ça risque de prendre du temps. Donc ça veut dire que Wibarer n'était pas aussi bon qu'on croyait, et que c'est ça la vraie raison fondamentale, c'est pas qu'une question d'ego entre les uns et les autres? Alors, il y a toujours un peu d'ego sur les entreprises françaises, mais là, j'ai l'impression qu'on découvre les résultats à mesure qu'on avance. Et cette semaine, ça a été assez riche en l'occurrence. On voit une concurrence sur le diabète à laquelle on ne s'attendait pas. Donc les révisions, pour le coup, d'objectifs de cours des analystes sont assez violentes sur Sanofi. Et quand, évidemment, ce titre pèse aussi lourd, soit dans le CAC 40, mais dans notre portefeuille, ça a un impact. On le mesure ici, puisque le titre a perdu 1,43, il a un impact négatif de 0,06%. Il est probable, dans les décisions de gestion qu'on verra un petit peu plus loin, qu'on allège Sanofi parce que les nouvelles sont pas bonnes et ça risque de peser sur le cours pendant un petit moment. Donc une première indication, on va sans doute revanche, alléger. On retrouve en queue de classement Airbus, c'est relativement injuste, que les chiffres du 3e trimestre sont bons. Airbus marque des points contre Boeing à peu près en permanence. Et ça peut monter jusqu'au ciel pour le coup, Airbus. Et c'est une valeur qui peut remonter jusqu'au ciel. Je pense qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Alors Sanofi, en revanche, on peut se demander s'il faut effectivement en garder combien. En garder, non, parce que si on perd du potentiel, je ne vois pas pourquoi on le garderait. C'est une valeur défensive. Alors attention, elle répond bien à ce qu'on lui demandait. C'est presque 6% de notre portefeuille. Là. Oui, c'est important. Il n'est pas exclu qu'on s'en débarrasse au profit complètement. Passer à zéro. De passer à zéro. Dès lors que le potentiel est révisé à la baisse, et ça semble être le cas, on a un potentiel qui est inférieur au potentiel moyen du fonds et de l'indice. Je ne vois pas trop pourquoi on garderait cette valeur en portefeuille. À ce bémol près que effectivement c'est une valeur défensive, on ira peut-être en trouver d'autres ou en renforcer d'autres du portefeuille. Bon, donc on vend Sanofi, on ne s'allège pas, on vend Sanofi cette semaine. On peut revenir dans le portefeuille, on peut dans les défensives, on peut ne pas s'interdire dans les semaines qui viennent de regarder un dossier comme celui d'Ipsen, qui est une belle valeur et qui n'est pas de la taille bien sûr de Sanofi, mais qui est une belle valeur et qui n'est pas en avance, elle, en termes de valorisation. Ça amène à une autre question. On a Neopost aussi parmi les reculs de cette semaine et on voit que dans votre portefeuille, vous avez plutôt des grosses capitalisations. Il y a plutôt dans l'interaction des grosses valeurs. Neopost, ce n'est pas exactement la même taille. C'est une des rares d'ailleurs plus petites sur oui, c'est une des plus petites qu'on ait en portefeuille. Neopost, c'est une entreprise qui est en plein recovery et notamment qui avait subi la crise de 2009, qui était une crise essentiellement financière dans ce groupe. On en est au 3e ou au 2e LBO ou 3e LBO, je crois, sur l'entreprise. Il s'agit aujourd'hui de comprendre que les cash flows commencent à être au rendez-vous et de façon qu'ils ont fini leur mutation, leur mue plus exactement, et que l'entreprise commence à délivrer. Ça fait partie des small mid-cap, on va dire plutôt que small cap d'ailleurs, qu'on a en portefeuille et qu'on pourra être amené à renforcer ces small et ces mid si l'indicateur dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est en mode 2. Peut bien nous ramener en mode 2. Et c'est un concept américain, donc c'est pas le moment de le lâcher. Alors what else? What else? Les banques. Les banques sont sous surveillance. Les banques, on en parle, quand on parle des banques dans les journaux, c'est pas très bon signe. Alors on a les patrons de la BNP qui sont accrochés par l'AMF, on a une grosse contestation en Belgique pour HSBC, la banque de Bilbao, BBVA, fait une augmentation de capital. C'est jamais trop bon quand les banques, quand on en parle, et on a l'impression, et le Crédit Agricole a communiqué cette semaine, on a l'impression qu'il n'y a pas de grand risque, mais l'impulsion et le catalyseur, comme dit Thomas, est pas souvent là. Alors on a des valeurs qui se négocient entre 80% et 110% ou 120% de leur activité. Vous voudriez alléger un peu nos valeurs bancaires ou tourner, se poser des questions. En tout cas, sur l'ensemble du secteur, qui est un secteur, encore une fois, pas trop de risques, mais pas trop de potentiel, ou en tout cas, le potentiel va avoir du mal à s'exprimer, c'est l'impression qu'on a.
moi, j'aime bien Natixis, qu'on peut aussi essayer de regarder dans les semaines qui viennent. D'accord, vous connaissez la règle du jeu, Hubert propose, c'est Thomas qui dispose, c'est sa responsabilité de gérant. Voilà. Alors, en l'occurrence, on a fait un arbitrage au sein des financières, on continuera probablement de le faire en renforçant Allianz. Il est sur les bancaires. Donc ça, on l'a fait la semaine dernière. Ça, on l'a fait la semaine dernière. Cette semaine, on ne touche à rien là-dessus sur Allianz? Sur les financières, sur Allianz, non, pour l'instant, on ne touche à rien. On regarde ce qui se passe. On a eu des bonnes surprises sur AXA cette semaine, qui est légèrement contributrice à la hausse. On a quand même 5%, c'est pas négligeable. En revanche, sur les bancaires risquent d'être, si on passe dans le mode que je décrivais tout à l'heure, dans un mode plus agressif, on allégera les bancaires en relatif, parce que les bancaires, elles vont d'un côté être toujours satisfaisantes en termes de résultats et toujours décevantes en termes de bilan. C'est-à-dire qu'on peut afficher une décote, comme on le disait là, de 0,8, c'est-à-dire l'actif net, un actif net en dessous de sa valeur, une cotation en dessous de son actif net. Mais si l'actif net est faussé par un certain nombre, soit d'amendes, soit de valeurs mal appréciées dans les bilans, on va toujours avoir cette décote. Donc nous, on est extrêmement vigilants là-dessus. On croit au dossier Crédit Agricole parce que c'est le plus local, c'est celui qui est le moins exposé aux produits complexes, et on est revenu aux fondamentaux. Probablement qu'il va falloir être un petit peu patient pour que ça délivre. Donc comme dit, décote et pas momentum. En revanche, juste pour compléter sur les assurances, on a eu une publication de Generali, donc le troisième grand européen, qui est bonne. Donc ça confirme la bonne tendance de ce secteur, dans lequel on a Allianz et AXA. Exactement. Ok, on ne touche pas aux financières. Hubert, d'autres idées, d'autres pistes? Alors, je reprends l'idée qu'on a évoquée la semaine dernière des valeurs qui profitent soit du dollar, soit de la hausse américaine, soit de la hausse de la croissance aux États-Unis, soit des deux. Donc, on avait évoqué Deleuze il y a 15 jours, et je sais que Thomas l'a regardé. Oui, j'ai regardé Deleuze. Oui, on avait parlé de Deleuze. Alors Deleuze, c'est un groupe belge, de distribution, c'est le Carrefour belge. De distribution, notamment essentiellement aux États-Unis. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir si, quand on veut profiter de la hausse, il y a deux vecteurs de croissance pour Deleuze aux États-Unis, la croissance de la consommation, qui semble être de retour, et l'effet dollar. C'était un peu ce qu'on avait imaginé. En regardant un peu plus les chiffres, il apparaît que le dollar est quasiment totalement couvert chez Deleuze pour éviter l'effet devise. Donc, on n'aura pas ce vecteur-là. Pour ce qui est de la croissance, notamment de la consommation, dès lors qu'elle sera un petit peu plus avérée aux États-Unis, il n'est pas exclu qu'on revienne sur Deleuze, qui est pas trop cher. C'est pas extrêmement cher. Voilà, c'est la contrepartie de ça. Deleuze sous surveillance. Alors, toujours dollar, croissance américaine, croissance des transports, etc. Donc, il y a le dossier Accor, qui est un dossier qu'on pourrait peut-être aussi, quand on changera de mode, regarder de plus près. Voilà, je pense qu'Accor, on le rentrera aussi en portefeuille quand cet aspect consommation, notamment aux États-Unis, sera au rendez-vous. On a eu les chiffres sur l'Europe qui sont moins décevants que prévu, à vrai dire, et on pourra avoir l'effet de levier dollar. Dès lors qu'on passera dans l'autre mode, encore une fois, ça ferait partie des titres qu'on rentrera probablement. Et le tournant numérique est une bonne. Et en plus, il y a une bonne stratégie. Il y a une histoire stratégique en plus de l'effet volume normal. À propos de numérique, les logiciels. Alors, logiciels, on n'en a pas. On n'a pas de SAP et on n'a pas évidemment de Microsoft. Parce qu'on a les logiciels une valeur américaine, on n'a pas de SAP et on n'a pas de Dassault Systèmes. C'est cher. Pas encore, c'est cher. Il faudrait pour ça avoir plus de visibilité, qu'on soit dans un mode différent où on est prêt à payer la croissance encore un peu plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les valeurs dites de croissance sont encore un peu chères, de mon point de vue, pour qu'on s'intéresse à rentrer dedans dans le contexte actuel. Bon, en résumé, qu'est-ce qu'on Donc, en résumé, on vend du Sanofi. On vend Sanofi. Et alors, pour jouer l'Amérique, il y a d'autres idées. Il peut y avoir Amérique de l'industrie. Zone Asie, on va acheter du Schneider. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Schneider? Alors, d'abord parce que Schneider... J'aime bien l'idée que Schneider déplace son siège social vers les zones où ça bouge, et ils arrivent dans une zone où ça va bouger. C'est en Asie. Hein. En Asie, notamment la Chine, via toute la croissance de l'habitat, la montée en gamme de la Chine. Hein, c'est un des vrais sujets. Il ne déplace pas encore le siège, hein, il déplace plutôt le COMEX. Le siège du président. Oui, alors d'accord, on va dire ça comme ça. Mais pas la boîte aux lettres encore. Voilà, donc la boîte aux lettres est restée chez nous, on est content. Avec la Poste, on est toujours confiant. Donc, je trouve juste que déplacer le COMEX dans la zone où on va pouvoir humer, entre guillemets, l'air du temps et la zone de croissance, ça ne me semble pas être une mauvaise idée. Ce qu'avait fait Vibarer aussi, il était parti à Boston. Hein. Oui, mais
C'est encore pire. Tout seul. Oui, non, mais par ailleurs, la pharmacie, c'est quand même aux États-Unis. La pharmacie et la publicité, c'est deux domaines où c'est vraiment aux États-Unis. Bon, pardon, c'est une parenthèse. Oui. Schneider, c'est vraiment une valeur qui est certes européenne, certes française et allemande, mais qui donne des effets de levier qui sont très importants aux États-Unis et qui ont été un peu ignorés dans toute la période de crise. Valeur dollar. Et c'est une vraie valeur dollar. Une vraie valeur dollar, moins de couverture du change. Je trouve ça intéressant de la logique de transition énergétique aussi. Bien sûr, ils travaillent sur toutes ces problématiques-là avec un certain nombre de produits innovants qui ont été présentés récemment, notamment en matière domotique. C'est intéressant. Vendre Sanofi et prendre du Schneider, ça tilte le portefeuille en matière de risque notamment. Voilà, en matière de risque, certes, mais également en matière de potentiel et de dollars. Et si ça tilte, c'est bien. Donc vous retenez cet arbitrage cette semaine. On vend notre ligne Sanofi et on la remplace par une ligne Schneider. Vous nous avez apporté un autre graphique, Thomas, avant qu'on ne se quitte. Oui, pour parler de risque. On parlait de risque, voilà. Alors, on va parler de bêta. Ce n'est pas une insulte en bourse. On va voir ce graphique, l'analyse du bêta d'interaction. Qu'est-ce que c'est le bêta? C'est la sensibilité. Peut-être commencer par l'alpha. C'est ni vous, ni moi, ni lui, c'est ça. C'est exactement. C'est la sensibilité du portefeuille à un indice. C'est toujours relatif. L'indice a un bêta de 1. Le bêta d'interaction, il correspond à ce qu'on a voulu construire. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est que le fonds réagit moins que l'indice. Il a donc un bêta de 0,9. On verra aussi qu'en termes de volatilité, au moment où nous parlons, la volatilité, vous savez, c'est l'écart autour de la performance. La volatilité, aujourd'hui, avec 25 valeurs, on a une volatilité de 14. C'est un chiffre. Le CAC 40, qui a 40 valeurs, a une volatilité de 15. Donc, on a réussi à faire aussi bien que le CAC avec moins de volatilité. Moins de risque, donc. Et on a bien un portefeuille qui est défensif pour l'instant. Et vous avez à l'écran le palmarès des risques. Alors, juste pour qu'on comprenne bien, si l'indice prend 10 points, le nôtre, Interaction, prend 9 points. Exactement. Et s'il en perd, la même chose. Mais si par ailleurs on a des titres qui se défendent bien, on peut très bien faire mieux que l'indice. Ce qui explique qu'on ait fait mieux que l'indice, par exemple cette semaine. Alors justement, voyons voir cette contribution au bêta du portefeuille. C'est la colonne centrale la plus importante. Exact. Alors, oui, AXA mène la danse puisque 5% c'est un point important. C'est un bêta de 1,41, donc AXA surréagit. C'est 3 années de difficultés financières et de manque de visibilité. Ça se traduit par pas mal de volatilité. Vous voyez que le Crédit Agricole a un bêta qui est encore supérieur, 1,65. Donc vous avez ici tous les contributeurs et puis tous ceux qui sont en dessous de 1. Sont des gens qui sont moins risqués, entre guillemets, parmi lesquels, d'ailleurs, on peut voir Neopost, par exemple, curieusement, mais son comportement récent en a fait une valeur quasiment défensive, entre guillemets. Et puis, on retrouve Allianz, voilà. Eurotunnel. Eurotunnel. Total, évidemment, qui a un bêta proche du CAC, forcément, puisque Total pèse 11% du CAC 40. Voilà, mais c'est un indicateur qu'on suit également, et je voulais vous le présenter. Mais on voit que le bêta, c'est du positif et du négatif. C'est-à-dire que c'est du risque. C'est du risque. Et donc, on voit bien qu'AXA, c'est un risque qui a payé cette semaine et que Sanofi, c'est un risque qui n'a pas payé cette semaine et qui est au contraire pour lequel on a payé. Bon, voilà, c'est le concept d'interaction, gérer en direct et également essayer de vous faire passer quelques notions, faire un peu de pédagogie, apprendre. On n'a jamais fini en la matière. Merci Thomas, merci Hubert pour ce comité. À la semaine prochaine, rendez-vous à même endroit, même heure.